Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal dont voici les principaux titres. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de loi, dont un portant sur le financement de la création d'un parc éolien. Ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire 2012-2013. Poursuite de la campagne de saisie des sachets plastiques prohibés, marqués au XAR par la fermeture d'une usine de fabrication de ces produits. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz. Le Conseil a examiné et approuvé les projets de loi suivants. Projet de loi de ratification de l'ordonnance numéro 2013-002 du 24 avril 2013 portant la ratification de l'accord de prêt signé le 2 avril 2013 à Dubaï entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le Fonds arabe pour le développement économique et social FADES, destiné au financement du projet de parc éolien de 30 MW à Nouakchott. Le projet de loi vise à améliorer la satisfaction des besoins croissants de la ville de Nouakchott en énergie électrique à travers la construction d'un parc éolien d'une capacité de 30 MW qui sera relié au réseau électrique de la ville. Le présent accord porte sur un prêt du Fonds arabe pour le développement économique et social d'un montant de 14 millions de dinars koweïtiens, soit l'équivalent de 14 792 millions d'ouïas. Projet de loi portant règlement définitif du budget 2007. Projet de loi portant règlement définitif du budget 2008. Projet de loi portant règlement définitif du budget 2009. Le Conseil a également examiné et adopté les deux projets de décret suivants. Projet de décret complétant le décret numéro 2011-032 du 25 janvier 2011 fixant le régime des études et la formation à l'École nationale d'administration de journalisme et de magistrature. Le projet de décret a pour objet de compléter le décret numéro 2011-032 du 25 janvier 2011. Il prévoit de nouvelles dispositions consacrées au régime disciplinaire que peut appliquer cette institution à l'égard de ses étudiants. Projet de décret portant à la nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale pour l'aménagement des terrains, le développement de l'habitat, de la promotion et gestion immobilière ISCAN. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre des Finances, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre du Développement rural et le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire ont présenté une communication conjointe relative à l'état d'avancement des travaux du comité interministériel chargé de l'assainissement du fonds rural. Cette communication fait le constat sur les différents problèmes recensés au niveau de la gestion du foncier rural et fait un certain nombre de propositions en vue de trouver les solutions appropriées à ces problèmes. Le ministre de la Santé a présenté une communication relative à la généralisation des primes de garde et d'astreinte au profit du personnel médical et paramédical des centres hospitaliers du pays. Cette mesure a pour but de faire bénéficier les personnels des centres de l'intérieur des mêmes avantages accordés à leurs collègues de Nouakchott et ce dans un souci d'équité et en vue de fixer ces personnels à l'intérieur du pays pour faire bénéficier les populations d'un service de santé, de qualité et de rendement meilleur. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire a présenté une communication relative à l'état d'avancement des chantiers dans toutes les wilayas. La communication présente un état des lieux exhaustif sur les chantiers réalisés au niveau de chaque wilaya ainsi que les travaux en cours de réalisation. Elle constitue un outil de suivi qui sera régulièrement présenté sur l'état d'avancement et de réalisation des projets par wilaya, de leur nature et de leur coût.
Enfin, le Conseil a pris des mesures individuelles suivantes. Secrétariat général de la présidence de la République, autorité de la zone franche de Nouadhibou. Centre de régulation de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou. Secrétaire général de Oulcher Mohamed Laghlaf. Administrateur civil, le ministère de la Santé. Secrétariat général, secrétaire général, Al-Mukhtar Oul-Hindé, professeur d'enseignement supérieur. Ministère de l'équipement et des transports, cabinet du ministre chargé de mission, M. Sidat Ouledde Moulay Shrif, titulaire du diplôme de licence en gestion. Ministère délégué auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'Union du Maghreb arabe, secrétariat général, secrétaire général, M. Cheikh Naouli Doumou, professeur d'enseignement supérieur. Vous venez de les suivre, les ministres des Finances, de la Santé, de la Communication et des Relations avec le Parlement ont commenté les résultats du Conseil des ministres. Le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement a indiqué que le Conseil des ministres a adopté un certain nombre de projets de loi. Parmi ces projets, a-t-il dit, l'ordonnance portant ratification de l'accord signé entre notre pays et le FADES, destiné au financement du projet de parc éolien de 30 MW à Nouakchott et qui va placer, a-t-il dit, la Mauritanie en tête des pays africains en matière d'utilisation des énergies propres. Lui succédant, le ministre des Finances a parlé des 3 projets de loi portant règlement définitif des budgets 2007, 2008 et 2009. Il a ajouté que le gouvernement a accentué son action ces dernières années sur les secteurs agricoles vers lesquels ont été orientés d'importants investissements en tant que secteur clé pour la réalisation de la croissance économique. Enfin, le ministre de la Santé a abordé la communication relative à la généralisation des primes de garde et d'astreinte au profit du personnel médical et paramédical des centres hospitaliers du pays, adopté également en Conseil des ministres. M. Ahmedou El-Haddemin Jelvoun a précisé que cette mesure permettra au personnel des hôpitaux de l'intérieur de bénéficier des mêmes avantages accordés à leurs collègues exerçant à Nouakchott. La deuxième session parlementaire ordinaire a été ouverte aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. Cette ouverture a été marquée par le discours du président de cette Chambre, M. Moussaoud El-Boulkher, qui a évoqué la situation générale dans le pays, caractérisée par des déséquilibres qui ont entravé depuis 2 ans la marche des institutions constitutionnelles, appelant les acteurs politiques à transcender leurs divergences et à se mobiliser autour de son initiative dans l'intérêt du pays. Messieurs les ministres, chers collègues députés, chers professeurs, notre rencontre, eu égard à la conjoncture politique dans laquelle elle intervient, ne doit pas être considérée, du point de vue de son importance, comme une banale ouverture des sessions parlementaires comme les précédentes. Mais il convient, bien au contraire, de la considérer comme une occasion ultime, donnée aux acteurs politiques et aux activistes de la société civile, qui sont les premiers concernés par le présent et l'avenir du pays, de réfléchir sérieusement et de décider en toute conscience s'ils veulent vraiment dépasser la paralysie politique et le dysfonctionnement institutionnel qui entravent depuis 2 ans la marche de notre chère patrie et menacent sa stabilité et sa sécurité. Bien qu'ayant fini par accepter le prolongement de la mandature imposée naturellement par la conjoncture et même après la fixation de ce que l'on peut qualifier comme une proposition de calendrier électoral qui reste soumis à l'acceptation de toutes les parties, il faut reconnaître que le doute et le rejet total influencent jusqu'ici l'atmosphère politique en dépit de nombreux défis qui interpellent le pays. Il s'ajoute à cela l'insécurité jusqu'ici jamais égalée, marquée par les nombreux crimes abominables, les nombreuses agressions multiformes dont a été victime à la capitale et dans certaines villes de l'intérieur du pays, des citoyens innocents, souvent confrontés à la faiblesse de leur niveau de vie, à l'élargissement de la pauvreté, à l'agression du chômage et la cherté des produits de consommation de première nécessité,
dans un milieu qui se nourrit de rumeurs nombreuses et diverses, tout cela au moment où s'accentue de jour en jour la pression des réfugiés maliens sur la wilaya du Haut-des-Charqi rappelle chaque fois la gravité de la situation sur nos frontières. Toutes ces données alarmantes, au lieu de favoriser le rapprochement des points de vue dans l'intérêt pour la défense du pays, ont au contraire, au fil des jours, montré les divergences de vues entre les acteurs politiques dans leur appréciation de la situation générale du pays. D'où l'importance de l'initiative que j'ai présentée. Cette initiative a bénéficié d'un large soutien de la majorité silencieuse, de certains partis politiques, des mouvements et organisations de la société civile dans sa grande diversité, car la gravité de la situation du pays nous impose de dépasser nos divergences pour un comportement de pleine responsabilité et de haut degré de patriotisme. Ce comportement s'est enfin concrétisé à travers les réponses hautement positives que j'ai respectivement reçues de la CODE et de la coalition de la majorité présidentielle qui ont toutes les deux accepté l'initiative comme cadre de concertation. En cette heureuse occasion et tout en rendant grâce à Allah le Tout-Puissant, j'adresse mes chaleureuses félicitations aux deux partis pour leur décision hautement courageuse et patriotique. Je félicite également ceux qui ont été les premiers à soutenir l'initiative, de même que je félicite tout aussi chaleureusement le peuple mauritanien qui l'a très tôt adopté. Messieurs les ministres, chers collègues députés, chers professeurs, je suis sûr que l'initiative sur laquelle j'ai travaillé durant des mois en vue de rapprocher les points de vue constitue un terrain d'entente propice à la solution du problème, permet un nouveau départ sur des bases consensuelles et plus inclusives et ouvre une meilleure perspective d'avenir pour le pays et ses habitants. S'agissant des élections prochaines, ma conviction profonde est que leur organisation et leur réussite soient conditionnées par le rétablissement de la confiance chez les acteurs politiques et les électeurs, ce qui implique l'instauration d'une atmosphère de confiance et de liberté qui garantit une participation massive et reflète les diversités raciales, culturelles et politiques du pays. Cet objectif ne saurait être atteint sans l'octroi de garanties réelles et efficaces, telles que l'audit des opérations de recensement, l'état civil et la liste électorale. Il s'agit aussi de veiller à la neutralité de l'administration et des sociétés publiques, d'une part, et d'autre part, veiller à ce que les éléments de sécurité et de l'armée nationale ne soient pas en mesure d'influencer le déroulement des opérations électorales avant, pendant et après le vote. Je saisis cette occasion pour renouveler avec insistance ma demande à Monsieur le Président de la République, en appui à son accord de principe, de composer un gouvernement tel que proposé dans l'initiative ou toute autre forme de gouvernement consensuel, car je reste convaincu qu'un tel gouvernement aidera, si Allah le veut, à surmonter rapidement et de façon définitive toutes les divergences négatives et stériles que connaît le pays. Et parce que le rôle essentiel du chef de l'État est de rassembler. Toutefois, pour rester juste et impartial, je m'adresse à la CODE pour lui demander avec insistance, elle aussi, au cas où cette proposition rencontrerait des difficultés, de ne pas s'accrocher à ce gouvernement, qu'il devenait possible d'atteindre l'objectif de retour de la confiance entre les partis dans le but d'organiser des élections libres, transparentes et honnêtes. En ce qui concerne la CENI, il nous faut tous œuvrer pour qu'elle bénéficie de l'entière confiance des partis. Il va de soi que l'accord pour la création d'un observatoire regroupant toutes les parties prenantes et la société civile, en plus de l'implication de ces partis politiques au démembrement de la CENI, l'aidera à garantir la transparence et la crédibilité du scrutin qui lui sont confiés. Dans cette situation devenue dorénavant plus favorable au rapprochement, je vous exhorte
à redoubler d'efforts, chacun à son niveau, afin de traduire dans la pratique ce rapprochement théorique, et demande à Allah le Tout-Puissant de nous orienter tous afin d'éviter à notre pays tout danger le menaçant et qu'on puisse réaliser ce que notre peuple attend en termes d'unité, de stabilité et de progrès. Et enfin, conformément à l'article 52 de la Constitution, je déclare ouverte la deuxième session parlementaire ordinaire de l'année 2013. Je vous remercie. La haute chambre du Parlement a abrité à son tour la cérémonie marquant l'ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire en présence d'un certain nombre des membres du gouvernement. Le président du Sénat, M. Mohamed Hassan El-Haj, a à cette occasion prononcé un discours dont voici la traduction intégrale. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les sénateurs, il m'est agréable de vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de l'ouverture de cette deuxième session ordinaire de l'année parlementaire 2012-2013. J'espère que les séjours durant les vacances écoulées parmi les populations de vos circonscriptions respectives vous a permis de vous enquérir de leurs conditions et leurs préoccupations quotidiennes. Vous avez sans doute constaté que la reconduction du programme ML 2012 pour l'année en cours et le renouvellement continu des stocks de sécurité alimentaire et des banques de céréales ont permis l'amélioration des conditions de vie des citoyens, surtout les plus vulnérables, à travers la disponibilisation sur toute l'étendue du territoire national des principaux produits de consommation de première nécessité à des prix accessibles à tous. Notre sous-région traverse une période difficile et particulièrement sensible à cause des événements en cours depuis un certain temps sur le territoire de l'État frère du Mali. À cette occasion, nous félicitons les autorités de notre pays pour la pertinence de leur position vis-à-vis de cette crise et l'efficacité des mesures qu'elles ont prises à temps pour faire face aux éventuelles retombées de la situation. Nous les félicitons également pour l'accueil hautement humanitaire qu'elles ont réservé aux dizaines de milliers de réfugiés maliens arrivés dans la précipitation sur notre territoire en leur offrant le refuge digne de notre hospitalité et tous les secours recommandés par nos valeurs religieuses que nécessite leur état dramatique. C'est le moment aussi de remercier vivement la communauté internationale et les pays frères et amis pour l'appui accordé à notre pays dans cette conjoncture difficile. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui a fixé une période pour le déroulement des élections législatives et municipales dans notre pays, travaille d'arrache-pied en étroite collaboration avec l'ensemble des autorités concernées afin de réunir les conditions les meilleures pour l'organisation des élections dans un climat de transparence et d'équité. En conséquence, je lance un appel sincère à toute notre classe politique et à l'ensemble de nos acteurs nationaux, quelles que soient leurs convictions, à prendre toutes leurs responsabilités, à œuvrer pleinement pour la tenue d'élections satisfaisantes pour tous. En le faisant, nous aurons tous servi dignement notre peuple et accompli notre devoir. Chers collègues sénateurs, convaincus que vous ne ménagerez aucun effort pour la réussite des travaux de cette session, je vous invite à faire preuve d'assiduité aux travaux des commissions et aux séances plénières. En application des dispositions de l'article 52 de la Constitution et de l'article 1er du règlement de notre Chambre, je déclare ouvert pour le Sénat les travaux de la deuxième session parlementaire ordinaire 2012-2013. Je vous remercie. Je vous le disais dans les titres, la délégation régionale du département de l'environnement a procédé à la fermeture au XAR d'une usine de production et de commercialisation des matières plastiques prohibées. La fermeture de cette fabrique intervient dans le cadre de la campagne menée ces jours-ci par les autorités concernées par l'application de la loi interdisant la fabrication, la commercialisation et l'utilisation des sachets plastiques. Les éléments de la délégation de Nouakchott chargés de l'environnement et du développement durable ont pu mettre la main sur une usine de fabrication de produits plastiques dans la Mokata d'Ixar. Cette intervention s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale initiée par l'État mauritanien où il a été décidé de mettre fin à la fabrication et l'utilisation de ces produits sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes en campagne pour l'application du décret 157 2012 interdisant la fabrication et l'utilisation des produits plastiques. Par conséquent, il a été procédé
à la saisie des produits déjà disponibles et on procédera tout à l'heure à l'arrêt systématique des travaux de cette usine. Depuis le lancement officiel de cette campagne de recherche et d'identification des sites, les différentes structures chargées de la protection de l'environnement en Mauritanie ont franchi des étapes importantes dans cette campagne. La Commission nationale des jeunes du parti L'Union pour la démocratie UPR a célébré hier soir dans son siège à Nouakchott pour la 3e fois consécutive la journée nationale de la résistance. Dans un mot prononcé pour la circonstance, M. Omar Al-Ma'atalla, secrétaire général de l'UPR, a indiqué que la glorification de la résistance et de ses héros revêt une importance particulière. Le secrétaire général de l'UPR a rappelé le grand intérêt qu'accorde le président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, à la résistance, à ses héros et à leur glorification, insistant sur la nécessité d'avoir toujours à l'esprit les grands sacrifices consentis par ces hommes pour l'indépendance et la libération du pays. Plusieurs cadres et intellectuels du parti ont, dans leur intervention, loué cette résistance, passé en revue certaines étapes de son histoire et le rôle central que ces héros ont joué dans la bataille pour la liberté et la souveraineté nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du bureau exécutif et du Conseil national de l'UPR et de plusieurs militants de ce parti. Hier, une nouvelle initiative qui porte le nom Ensemble pour la justice et la bonne gouvernance a annoncé son adhésion à l'UPR. L'initiative a adopté le programme du président de la République, M. Mohamed El Abdelaziz, qu'elle considère comme étant la bouée de sauvetage du peuple mauritanien après des décennies d'oubli et de délaissement. Les interventions des membres de cette initiative ont apprécié les réalisations accomplies sur le terrain qui se sont concrétisées dans l'exécution de programmes essentiels qui servent l'ensemble des couches de la société. Un membre de cette initiative a expliqué les raisons qui les ont poussés à adhérer à l'UPR. Notre initiative, Ensemble pour la justice et la bonne gouvernance, a entre autres objectifs une meilleure satisfaction des besoins et aspirations de la jeunesse mauritanienne dans toute sa diversité. Notre approche fera intervenir la jeunesse dans l'événement. Elle la fera agir afin qu'elle ne soit pas simple spectatrice, mais en lui garantissant les moyens de s'affirmer et de se réaliser dans la société mauritanienne. Combler l'écart qui nous sépare des pays riches ne se fera pas sans créer les conditions de développement de la Mauritanie. Et dans ce noble objectif, la jeunesse aura un rôle déterminant à jouer. Car, comme le disait Socrate, rien n'est trop difficile pour la jeunesse. Pour atteindre cet objectif, nous tendons la main à son Excellence, Monsieur le Président Mohamed El Abdelaziz, qui ne cesse de renouveler son intention de réconcilier la Mauritanie avec elle-même. Il a posé des actes sincères afin de doter la Mauritanie d'une nouvelle classe d'entrepreneurs, d'une nouvelle classe d'hommes d'affaires, d'une nouvelle classe d'hommes politiques. Nous devons ensemble mettre le pays en mouvement en nous faisant confiance mutuellement. S'adressant aux jeunes Mauritaniens, son Excellence Monsieur le Président Mohamed El Abdelaziz leur a à maintes reprises exprimé son souhait de les voir davantage travailler pour l'intérêt général, davantage s'intéresser à la vie sociale et politique, davantage se plier aux disciplines nécessaires et davantage respecter les lois légitimes ainsi que les autorités chargées de les appliquer. Organisations associatives ont tenu aujourd'hui une réunion pour annoncer le lancement des activités du réseau mauritanien pour l'observation des élections. Le réseau a souligné qu'il planche sur l'élaboration d'un plan d'action pour les activités qu'il envisage mener dans les différents domaines. À cet égard, le réseau entreprendra des contacts avec les différentes composantes de la scène politique, les partenaires sociaux, les institutions nationales concernées, la Commission électorale nationale indépendante CENI et les institutions constitutionnelles ainsi que les organisations internationales intéressées.
Le réseau mauritanien pour l'observation des élections a rendu public un communiqué de presse dans lequel il a défini ses objectifs qui résident dans la garantie de l'honnêteté et de la transparence des opérations électorales afin de sécuriser un transfert souple et démocratique du pouvoir. L'organisation de la société civile indiquée ci-dessous, après d'amples concertations et délibérations, ont, au cours d'une assemblée générale constitutive tenue le 5 mai 2013 dans les locaux du siège du Club des intellectuels mauritaniens pour la démocratie et le développement, décidé de créer un réseau national pour l'observation des élections dans le pays. Ce réseau se dénomme Réseau mauritanien pour l'observation des élections. Les organisations constitutives ont élu le professeur Mohamed Emile Kettab comme coordinateur général de ce réseau. Le réseau demeure ouvert aux adhésions ultérieures à toutes les organisations nationales de la société civile, des personnes ressources qui adhèrent à ses principes et idéaux, partageant ses objectifs et acceptant son approche et son modus operandi. Le réseau entend dès à présent se pencher sur l'élaboration d'un plan d'action exhaustif ayant trait à l'action qu'il compte mener et aux diverses activités qu'il envisage d'entreprendre. À cet égard, il se propose en particulier d'établir des contacts soutenus avec toutes les composantes de la classe politique nationale, avec les organisations de la société civile, des partenaires sociaux, des institutions nationales concernées, CENI, Conseil constitutionnel national, Parlement, etc. Le Palais des Congrès a abrité hier soir les manifestations marquant la première saison de la fraternité organisée par l'association La Main dans la Main pour la culture et l'action sociale et sous le thème que vous puissiez plutôt vous connaître. Cette manifestation qui a duré 4 jours a été marquée par l'organisation de plusieurs activités culturelles et artistiques et d'actions de bénévolat. Les manifestations marquant l'événement visant à raffermir la fraternité entre les différentes composantes de la société. Le président de l'association, M. Bedou El Salik, a abordé les objectifs de la rencontre, notamment les discussions des voies et moyens propres à ancrer une culture de tolérance et de fraternité. Les différentes interventions des participants et membres de l'association ont été unanimes pour souligner la nécessité d'édifier une société sur des bases saines fondées sur la justice, l'égalité et le respect de l'autre. Coup de projecteur à présent sur ce jeune qui a surmonté son handicap. Ali Oul-Cheikh Oul-Beidi est professeur spécialisé dans le langage des sourds et muets après avoir achevé des études dans ce domaine. Malika Mtenaqli nous trace plutôt son portrait. Le fait d'être sourd-muet ou d'être affligé d'autres déficiences physiques ne diminue en rien la personnalité, les facultés mentales ou la productivité de l'individu. Preuve en est ce jeune de moins de 35 ans qui enseigne le langage des signes dans un centre d'enseignement des sourds-muets. Il vit sa vie d'une manière la plus normale qu'il soit. Il est devenu sourd à l'âge de 5 ans suite à l'utilisation de médicaments périmés. Ali Cheikh Oul-Bouidia raconte qu'il est devenu sourd à l'âge de 5 ans au moment de l'entrée à l'école fondamentale. Ne se laissant pas décourager, il a eu un professeur qui venait à domicile lui enseigner l'arabe et le français. Durant cette période, un ami lui a offert un livre sur le langage des signes qui l'a énormément aidé. Il a pensé à se rendre à l'étranger et plus précisément au Maroc pour consolider ce qu'il avait appris. Il s'est inscrit dans un centre d'enseignement du langage des signes, après quoi il est revenu au pays mettre en pratique ce qu'il avait engrangé. Il déclare qu'il est serein et qu'il ne ressent aucune différence entre lui et les autres. Il considère que le langage des signes est un langage comme tous les autres. De retour au pays, ce jeune a suivi des cours durant 3 ans à Arafat, dans l'école des sourds-muets, relevant du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. En 2010, les talents de ce jeune ont été appréciés à leur juste valeur et il est devenu enseignant du langage des signes. Il a été promu secrétaire général de ce forum dans lequel il s'est investi et il participe à de multiples sessions de formation dans de nombreux pays arabes et africains. Preuve en est les différentes médailles décrochées ci et là.
Ali Cheikh El-Boïdia a également participé à la rédaction d'un dictionnaire de langage des signes édité au Qatar. C'était donc Ali Cheikh El-Boïdia et non le nom que j'ai prononcé. Actualité internationale à présent, 9 personnes ont été interpellées en Turquie après le double attentat qui est passé aujourd'hui à 48 morts à Reyhanli, ville frontière de la Syrie. Au lendemain de cette attaque, le vice-premier ministre turc a annoncé que ces 9 personnes, toutes de nationalité turque, appartenaient à une organisation terroriste, ajoutant que certaines avaient fait des aveux. Le chef de la diplomatie turque a imputé au cours d'une conférence de presse à Berlin avec son homologue allemand le double attentat à une ancienne organisation marxiste. Aux États-Unis, 19 personnes dont 2 enfants ont été blessées lors d'une fusillade survenue hier pendant un défilé pour la fête des mères à la Nouvelle-Orléans. Cette fusillade intervient moins d'un mois après l'attentat survenu lors du marathon de Boston où une double explosion a tué 3 personnes et fait plus de 250 blessés le 15 avril. La police a lancé un appel à témoins et proposé une récompense de 2 500 $ pour toute information menant à l'arrestation des auteurs de la fusillade. Les Philippins ont voté aujourd'hui pour des élections parlementaires et locales de mi-mandat qui font office de référendum sur le président Benigno Aquino et ses tentatives de réforme. Aquino, fils du principal opposant au dictateur Ferdinand Marcos, abattu à son retour d'exil en 1983, avait été élu triomphalement en juin 2010 pour un mandat de 6 ans. Son programme de campagne était dominé par la lutte contre la corruption, cause centrale de la pauvreté de ce pays de quelques 100 millions d'habitants. Les sondages montrent qu'il reste 3 ans après son arrivée au pouvoir, un des présidents les plus populaires de l'histoire de l'archipel. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. À présent, le rappel des titres. Le Conseil des ministres adopte un certain nombre de projets de loi, dont un portant sur le financement de la création d'un parc éolien. Ouverture de la 2e session parlementaire ordinaire 2012-2013. Poursuite de la campagne de saisie des sachets plastiques prohibés marqués au Ksar par la fermeture d'une usine de fabrication de ces produits. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur la TVM.